Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir sur la chaîne de télévision C360. Nous allons donc dans ces numéros aborder deux sujets. Le premier porte sur l'Afrique, peut-elle parler d'une seule voix dans un monde en ébullition où les différents paramètres également sont remis en cause. On va en parler donc dans cette émission. Et le deuxième sujet porte sur la situation en Afrique du Sud avec une journée très, bien sûr, négative pour les immigrés africains qui ont été passés à tabac au niveau donc de différentes villes sud-africaines. Que se passe-t-il en Afrique du Sud? C'est le deuxième sujet à aborder dans cette émission avec nos invités Aluna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, Til Konaté, secrétaire général du mouvement, bien sûr, du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Et nous avons également Labidi Naba du mouvement Face aux causes, également aussi un membre influent de la CNAVC. Et enfin, Bakari Kabori, juriste et analyste politique. Messieurs, bonjour. Et camarades, bonjour. Pour rester donc dans la conformité. Et merci donc pour ce temps consacré à la chaîne de télévision C360. Nous allons commencer, camarade Traoré, pour parler donc de cette Afrique qui est demandée à parler donc le même langage ou à parler d'une seule voix. Est-elle possible? Est-ce une utopie ou bien c'est quelque chose de réalisable? Réalisable, mais difficile. Parce que pour que l'Afrique parle d'une seule voix, c'est ignorer peut-être le parcours. D'où vient l'Afrique divisée? L'Afrique divisée vient depuis la conférence de Berlin. Tout à fait. Qui a consacré la balkanisation de l'Afrique. Et les nouveaux États, comme pour enchanter, pour enfoncer le clou, toutes les institutions internationales sont d'accord sur une seule chose. Les frontières héritées de la colonisation doivent rester intactes. Voilà la base de la division. Diviser pour régner, l'Afrique est incapable de parler d'une seule voix. Même les questions qui engagent tout le continent. Par exemple, la question de l'esclavage. Bon, ça a mis combien de temps pour qu'on en arrive à ce semblant de résultat d'unanimité? Tout ce qui engage les souverainetés des États, ils ont pratiquement les mêmes problèmes, mais les puissances étrangères continuent à chaque fois de s'aimer la discorde et la désunion. Jusqu'à une date récente, vous avez remarqué, la France était fière de ses colonies indépendantes entre griffes en Afrique, qui, pour parler aux Nations Unies, étaient tous alignés comme des soldats derrière la position française. Si ce n'est que ces derniers temps, l'AES montre le contraire. L'unité de voix, chaque fois les États AES se concertent pour parler d'une seule voix. Tel n'est pas le cas du reste du continent, où chacun doit demander la permission avant de pouvoir prendre une décision. Dans un tel contexte, il est même très difficile qu'il y ait eu de nouveaux arrivants, des nouvelles puissances qui sont arrivées. Je veux parler de la Fédération de Russie, de la Chine, de la Turquie et même des pays arabes. Tout à fait. Chacun vend ses illusions sur le continent et ça marche. Et chaque fois que ça marche, même la dernière en date, la guerre américano-israélienne contre l'Iran, vous trouvez de ces États africains pour s'aligner soit derrière Israël ou autre. Vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que les Noirs viennent chercher dans cette histoire-là? Ouais. Tout ça, tu me finances, tu me fais des largesses, je suis derrière toi. À la limite, l'Afrique est courtisée, en même temps qu'elle est courtisée, elle est dominée, divisée. Et pour que les Africains puissent s'entendre, même le siège de l'UA en Éthiopie a été construit par les Chinois. Pour un continent avec autant de richesses, vous vendez sur un plateau votre dignité. Une fois, et tout ce siège-là est truffé, tout ce qui se dit à l'UA est immédiatement transféré en Chine. Ils ne sont pas venus construire ce siège-là au nom du Seigneur.
Il y a d'autres visées et d'autres calculs derrière. Donc, ce n'est pas demain la veille pour l'unité africaine. Ils le chantent, mais à chaque réunion de l'UA, quand vous regardez en bas, dans les souterrains, il n'y a que les puissances colonisatrices qui sont là, qui leur donnent des instructions. Au niveau sous-régional, ici, vous avez vu, quand la CEDEAO se réunit, en surface, vous avez les Noirs, mais en bas, c'est les Blancs qui sont là-bas et qui dictent pratiquement ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Tout à fait. Donc, la quête, pour parler d'une seule voix, est un idéal qui doit être poursuivi par les Africains. Ils doivent d'abord se débarrasser de leur maître, donner l'exemple de l'AES et apprendre à parler d'une seule voix parce qu'ils ont les mêmes contradictions. Bon, vous voyez, même pour circuler, la circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du continent, un Européen circule mieux en Afrique qu'un Africain. Donc, vraiment, parler d'une seule voix, c'est un souhait, c'est un idéal. Quand est-ce qu'ils vont l'atteindre? Comment ils vont se débarrasser des puissances tutélaires qui les ont embrigadés avec leurs calculs politiques? L'Afrique n'a pas d'agenda. Et ils sont incapables de faire cause commune et marcher d'une seule voix. Chaque fois, il y a des traites. Absolument. Camarade Konaté, c'est vrai, l'Afrique parlait bien sûr d'une seule voix. Beaucoup d'Africains pensent que c'est une vue de l'esprit. Alors, est-ce que l'Afrique peut parler d'une seule voix? En fait, l'Afrique devrait, comme l'a dit le cher aîné, le camarade Traoré, elle devrait. Mais est-ce qu'elle le pourrait? Ça, c'est la question, je pense, à $1 million. Est-ce que l'Afrique pourrait s'unir un jour? L'Afrique pourrait effectivement, à un certain nombre de conditions. Mais ces conditions-là, nous essayons, en tout cas diverses générations d'Africains ont essayé de les remplir depuis au moins 200 ans. Et quand je prends le cycle de 200 ans, c'est vraiment en commençant par les premiers balbutiements même du panafricanisme en tant que tel. Parce que depuis les débuts du panafricanisme en 1900, il y a eu quasiment autant de courants que de leaders. Il y avait eu le garvéisme qui avait une vision particulière de ce que l'Afrique et son continent et son développement devaient être. Il y avait aussi la vision de Webb Du Bois qui considérait, qui avait une orientation beaucoup plus intellectualiste et qui n'était pas beaucoup plus trop dans le radicalisme de Garvey. Mais ça, c'est pour ce qui est externe au continent. Mais il faut considérer que les diasporas africaines sont aussi des Africains qui se sont battus originellement. À partir de 1960 aussi, et les indépendances africaines, les anglophones aussi, ils ont commencé à partir de 1957. Il y a eu une volonté de réunifier le continent, de faire en sorte que ce soit un État fédéral, notamment les Kwame Nkrumah, à partir de 1961, dans le groupe de Casablanca, qui ont voulu imposer l'idée d'un État fédéral continental, parce qu'ils étaient convaincus que sans cet État fédéral-là, il sera difficile d'exister dans le Conseil des Nations et de pouvoir couvrir les besoins primaires de nos États et aussi la sécurité de l'Afrique. Face à eux, il y avait le groupe de Monrovia, constitué de Houphouët-Boigny, évidemment, de Senghor, et bien d'autres leaders africains francophones, surtout, parce que le groupe de Monrovia était surtout considéré francophone, qui considérait qu'il fallait d'abord que l'on sacralise les frontières, que l'on essaie d'assumer d'abord la souveraineté nouvellement acquise des colonisateurs et voir dans quelques années si cela pouvait nous conduire justement à l'unification. L'Union africaine est née de cette contradiction. L'Union africaine est née de l'idée qu'il vaut mieux laisser tomber l'État fédéral pour créer l'Union africaine qui crée un cadre de discussion politique entre États balkanisés construits par la colonisation en respectant les frontières individuelles de chacun. Je pense que, en fait, certains des pères fondateurs qui ont vécu 20-30 ans après 1960 ont fait leur mea culpa en disant qu'ils avaient tort. On aurait dû partir à l'indépendance tout de suite et maintenant. Plus on a attendu, plus les frontières sont devenues infranchissables et plus les problèmes sont devenus immenses. Et les problèmes, comme le terrorisme que nous affrontons aujourd'hui, l'une des nombreuses manifestations que les pères fondateurs, les Nkrumah des années 60 avaient vu venir. Ils ont dit, les problèmes de notre monde, les problèmes géopolitiques sont tels que les petits États ne peuvent pas y faire face. Alors, de nos jours, il y a l'AES, d'une part évidemment, mais il y a aussi en fait les stigmates de cette histoire qui continue de nous hanter, qui continue de diviser profondément l'Afrique. Vous avez tous à l'esprit cette division de l'Afrique
à travers une Afrique qu'on dit francophone et une Afrique qu'on dit anglophone, une autre qu'on dit lusophone. La réalité, c'est que cette division aux visées culturelles, en fait, qui constitue aussi une sorte de séparation de vision du monde, elle crée en fait une différence de vue entre les États africains que vous imaginez très peu en fait. Entre le monde francophone et le monde anglophone, il n'y a quasiment pas d'intercommunication. Les francophones regardent vers Paris, les anglophones regardent vers le monde anglo-saxon. Quand vous partez dans les États anglophones et que vous êtes un francophone, vous vous rendez compte qu'il y a un dépaysement. La vision du monde est totalement différente. En fait, les informations même qui quittent du monde francophone vers le monde anglophone, c'est-à-dire ça ne franchit pas le mur. Et c'est la même façon avec le monde anglo-saxon. Les défis qu'ils ont dans le monde anglo-saxon, même si elles ressemblent au monde francophone, elles ne quittent jamais les barrières. Nous ne nous connaissons pas mutuellement. Nous avons l'impression qu'il vaut mieux connaître Paris plutôt que de connaître le voisin anglophone. Et les voisins anglophones aussi considèrent que les francophones sont tellement loin de lui, ils sont trop différents, ils préfèrent connaître les réalités des États-Unis, de l'Angleterre et du reste du monde anglophone. Un continent aussi balkanisé, d'abord à travers les frontières, mais aussi à travers l'imaginaire, à travers la conception du monde et la vision du monde, peut difficilement parler de la même voix. Vous savez, ça fait plus de 40 ans que la CEDEAO parle de monnaie et de monnaie. Bon, on parle de monnaie unifiée de la CEDEAO. Ça fait plus de 40 ans. L'ECO, ils ont donné le nom en 2019. Mais beaucoup d'experts disent que même dans 50 ans, elle n'aura pas lieu. Parce qu'on sait que si en 40 ans, elle n'a pas lieu, elle n'aura pas lieu. Et ça, c'est vraiment dans le petit groupe que constitue la CEDEAO, que l'on considérait même d'ailleurs comme un groupe bien intégré. Alors je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. L'Afrique peut parler d'une même voix à une certaine condition. Ce que nous réussissons dans l'AES, c'est déjà un très grand pas. Et je pense que ça peut constituer le baromètre pour le tremplin de l'unification, de l'idée de parler de la même voix, mais il faut que ça commence quelque part. Absolument. Et ça, c'est déjà bien. Camarade Labidi, c'est vrai, quand on regarde, bien sûr, le continent avec cette diversité au niveau des populations, au niveau des conceptions, des visions, on se poserait vraiment la question à quel niveau donc nous pouvons parler le même langage, nous ne pouvons parler d'une seule voix. Merci, camarade Koulibaly. Tout en m'appuyant sur les arguments pertinents de mes prédécesseurs, il faut dire que cette diversité de langues, de cultures, en Afrique, devrait plutôt être le terreau d'un avantage d'un peuple cosmopolite, mais qui vient de la même source. D'accord. Pour pouvoir justement se parer contre toutes les influences extérieures, y compris notamment celles de l'Occident, de l'Asie et du reste du monde envers l'Afrique. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu tirer le meilleur de cette diversité pour en faire justement cette force dont je parle. Si fait que la rencontre du monde occidental avec l'Afrique a été caractérisée par la même chose. C'est-à-dire, voici une partie du monde que nous devons exploiter. Tant ces matières du sous-sol, tant ces hommes. Et pour y parvenir, ce que l'impérialisme occidental a fait, que nous n'arrivons pas depuis longtemps justement à exhumer, à exorciser, c'est cette colonisation mentale et psychologique. À chaque fois, les premiers contacts qu'on appelle, même jusqu'à aujourd'hui, l'élite. Avant, quand ce n'était pas une élite intellectuelle, c'était quand même une élite due au fait de l'avantage qu'ils ont été et qu'elle a été à une place où le blanc, justement, a dû contracter des choses avec elle.
beaucoup se sont battus, mais le peu qui s'est compromis avec l'impérialisme, c'est elle justement qui a dicté la suite. Ouais. La balkanisation de l'Afrique a été entretenue par nous-mêmes après. Le camarade, il le disait. Quand on regarde voilà, l'AOF, l'AES, l'Afrique occidentale là, et l'Afrique comment? L'Afrique équatoriale. Équatoriale et tout ça. Mais c'est nous-mêmes qui nous sommes battus jusqu'au point où certains dirigeants ont brandi justement l'assertion de ce que leur pays ne serait pas la vache à lait des autres. Et donc, ce mimétisme, puisque cette colonisation morale et psychologique-là a inculqué dans l'esprit et dans le subconscient de ceux qui pensent que non, il faut faire comme le maître et que c'est ainsi qu'on est maître chez soi, c'est-à-dire au détriment des masses, de ceux-là même que nous devons tirer vers le haut, ont été caractérisés par le mimétisme, par un mimétisme politique et culturel. D'accord. Et c'est ce mimétisme-là qui est le facteur de la trahison, puisque ça dénudait toute envie et tout courage de ces derniers, tout patriotisme de ces derniers, qui sont pourtant logés à la meilleure enseigne. Tout à fait. Donc, au strat où ils pourraient justement travailler à l'unification de l'Afrique. Donc, j'ai dit le mot. Le problème, c'est cette diversification devait nous permettre de pouvoir nous unifier. Pourquoi on n'arrive toujours pas à nous unifier? Et pourquoi et comment pourrait-on réussir? Nonobstant l'Union africaine, des structures comme l'Union africaine, qui ont montré leur panne, les cotisations même ne viennent pas. Je pense qu'il y a un déficit de 40% de participation. Nonobstant cela, la lucarne aujourd'hui de ce qui pourrait nous donner l'espoir, c'est véritablement l'AES. Et encore au niveau de l'AES. Parce que l'unité là, il faut que ça soit une unité à tous les niveaux. Nous devons être capables de faire ce sacrifice, d'avancer ensemble sur un même modèle politique, un même modèle social qui intègre cette diversité et un même modèle de combat vis-à-vis de toutes les prédations de quelque nature que ce soit extérieure. Oui. Camarade Kaboré, c'est vrai qu'un président français disait que l'Afrique n'est pas rentrée suffisamment dans l'histoire. Au regard de ce que nous voyons, quelque part là, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ça? Parce que déjà, on n'arrive pas à nous unir, on ne parle pas le même langage, il y a tellement il y a tellement de divergences dans les actions, dans les idées, dans les pensées. On se posait vraiment la question, est-ce que véritablement l'homme noir n'a pas échoué son départ? Ok, excusez-moi. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est... Je ne crois pas que l'homme noir ait échoué, comme vous l'avez dit. Ça veut très bien que nous avons été à l'origine d'une grande civilisation. L'être humain, enfin l'homme est né en Afrique. Hein, comme nous disons, c'est le berceau de l'humanité. Et alors, si on se réfère aux grands empires du Moyen-Âge depuis très longtemps, on n'a rien à envier effectivement aux pays développés en Europe ou au Moyen-Orient ou en Orient. Vous savez que très bien, lorsque les colonisateurs arabes venaient en Afrique, Ibn Battuta, Ibn Khaldoun et puis Idriss, alors ils ont trouvé effectivement des royaumes bien organisés. Au Mali, ils ont trouvé des grandes villes et des grandes universités. Et dans leur récit,
ils ont fait comprendre effectivement aux explorateurs européens qu'effectivement ils ont trouvé des villes magnifiques en Afrique. Et les Européens ont tout fait pour venir découvrir, avec ce que nous appelons la colonisation, et puis après ils sont venus maintenant effectivement organiser la traite négrière. Et voilà, je m'en réfère à ce que l'explorateur français René Caillé, il a atteint Tombouctou, parce qu'il a tout fait pour venir à Tombouctou, pour voir. C'est vrai, quand il est arrivé, il a été déchanté, mais bon, il est arrivé en 1828. Il a trouvé que Tombouctou n'avait pas lustre d'antan, mais effectivement, c'était des grandes villes où nous n'avions rien, effectivement, à envier au reste du monde. Alors, l'exemple donné par le roi Kankou Moussa, par exemple, qui a fait son voyage, et qui a fait même diminuer, effectivement, rendu l'or qui est devenu comme une vulgaire pierre, parce qu'effectivement, l'or, effectivement, a été vraiment vulgarisé par son voyage. Il a distribué partout pendant son parcours. Alors donc, juste pour ce petit rappel historique, pour dire, mais l'Afrique avait tout pour être effectivement la meilleure nation que nous puissions imaginer entre les humains. Et bon, sauf que après la colonisation, on a vu ce qui est arrivé. Diviser pour mieux régner, ça c'est un principe que les Européens ont utilisé. Ils savent très bien quelle puissance les Africains ont. Ils savent tellement bien la qualité des hommes. Voilà pourquoi on est venu les chercher pour les envoyer en Amérique pour aller travailler. En réalité, lorsque les Européens se comportent de cette manière comme les Africains, contre les Africains, en réalité, ils ont peur. En réalité, ils ont peur des Africains, de votre capacité, de votre capacité à tenir devant les défis. Et la solidité même de votre espèce, les Européens en ont peur. Et ça, c'est une vérité. Alors donc, ce qui est très important à retenir, les Africains peuvent parler d'une seule voix. Ça, c'est vrai. Mais lorsque, effectivement, depuis la colonisation, on a même utilisé l'Afrique contre l'Afrique. Alors, vous avez vu que toutes les idées fédéralistes ont été combattues. Je vais citer la Fédération du Mali, avec le Soudan français et le Sénégal, ont constitué ce qu'on appelle la Fédération du Mali, qui était très bien partie. Et bon, voilà, mais la France a vu, l'ancienne métropole a vu que ce n'était pas une bonne idée parce que des Africains qui arrivent à s'entendre sont capables, effectivement, de ne plus considérer ni quand même faire que ces intérêts puissent être préservés. Et tous les Africains, tous les Européens, aujourd'hui, disent, chacun dit à son niveau que l'Afrique, c'est l'avenir. Les Français, y compris les parlementaires français, ont dit clairement haut et fort que notre avenir se retrouve en Afrique. Nous avons vocation à y rester, parce qu'effectivement, tout ce qu'ils ont, ce sera en Afrique qu'ils viendront l'épuiser. Un général français a encore dit que il va falloir qu'ils reviennent en Afrique pour préserver les intérêts. Le général François Lecointre a dit, y compris même par l'emploi, l'utilisation de les armées pour revenir reconquérir les intérêts, parce que dans 10 ans ou 15 ans, il va falloir que l'Europe revienne. Alors donc vous allez comprendre que ça c'est un élément qui est très important. Deuxième élément qui est très important qu'on peut considérer, c'est le fait que les Africains eux-mêmes n'ont pas pu se réunir autour des gros projets majeurs qui peuvent nous amener au fédéralisme, tel que comme l'exemple des États-Unis. La première monnaie qui avait été initiée par Kadhafi, pour qu'on puisse même sortir des griffes des institutions de Bretton Woods, n'a pas été suivie. Quand bien même Kadhafi a mis 90% sur la table pour qu'on puisse créer la monnaie africaine, ça n'a pas été soutenu par tous les Africains. Lorsqu'on a combattu Kadhafi, on n'a pas pu avoir les moyens au niveau de l'Union africaine pour aller effectivement le sauver, y compris intercéder pour qu'au moins qu'il ait sa vie sauve. Donc on a laissé entre les mains de l'impérialisme et de l'OTAN, il a été tué. Et voilà un peu ce que nous avons. Et troisième élément qui est important, c'est qu'en Afrique, entre nous déjà, on a même des guéguerres qu'il va considérer qui sont très importantes. On a des inimitiés qui fait qu'on ne peut pas parler d'une seule voix. Rappelez-vous qu'entre l'Algérie et le Maroc, ils ont rompu les relations diplomatiques. Aujourd'hui, il y a une guerre persistante, permanente entre le Rwanda et son grand voisin, le Congo, à cause des minéraux, parce qu'il a été soutenu par les grandes puissances, y compris les États-Unis. Donald Trump les a réunis pour faire un semblant d'accord de paix. Donc, alors, tous ces éléments réunis font qu'effectivement, il est difficile d'envisager que nous puissions parler d'une point. Il y a des tentatives. Par exemple,
l'agenda 2063 est un agenda de l'Union africaine, mais qui a du mal à réunir les Africains. Au-delà de ça, il y a des initiatives autres qui sont venues, par exemple l'APA, l'Alliance politique africaine, initiée au niveau de Lomé, du Togo, et soutenue par des grands journalistes tels que Alain Foka, qui accompagnent, qui sont en train de soutenir, et le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Robert Doucet du Togo, qui fait ses efforts avec le président du Conseil togolais, efforts Yassingbe, mais qui font les efforts. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Union africaine étant une machine très lourde, n'arrive pas même, comme vous l'avez, comme tous les présidents l'ont dit, y compris au niveau des financements, au niveau des contributions, ça ne rentre pas. Même le siège a été offert par une puissance extérieure. Et donc, APA est devenu une instance assez simple et informelle, presque, qui permet aux Africains de se parler, mais cela ne suffit pas au regard du fait que les Africains n'ont pas la volonté d'aller ensemble. Dernier élément que je voulais citer, c'est l'esprit souverainiste qui est né aujourd'hui, qui est en train d'inspirer tout le monde. Au niveau du Sahel central, à l'AES, tout est bien fait, tous les Africains aimeraient s'inspirer. Si on pouvait faire une sorte de référendum pour toutes les populations de la jeunesse africaine, vous allez voir qu'ils vont voter pour l'esprit et la vision qui est au niveau de l'AES, c'est-à-dire permettre aux Africains d'aller ensemble et regarder une seule vision. Cela n'est pas encore à l'ordre du jour, parce que beaucoup d'États, beaucoup de chefs d'État africains ne sont pas effectivement dans la même vision. Voilà ce qui fait que nous n'avons pas encore de voix au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. On devait en principe parler d'une seule voix. On allait avoir au moins une voix qui allait nous permettre d'avoir le droit de veto. Mais nous ne l'avons pas parce que tout un grand continent, victime de toutes ces richesses, n'est pas capable d'avoir un droit de veto au Conseil de sécurité parce que nous ne parlons pas de la même voix. Ouais. Camarade Traoré, nous voyons là que c'est vraiment difficile, cette unité africaine, tant recherchée par beaucoup de dévanciers qui se sont battus. Aujourd'hui, quand on regarde également, bien sûr, que ce qui se passe sur le continent africain, ce n'est pas pour demain la veille, cette unité. Tels sont les faits, elles sont têtues. Comme le camarade venait de le dire, des questions qui devaient rassembler tous les Africains. Une place au Conseil de sécurité. Du fait de leur désunion, ils sont incapables de négocier cette place-là. Une autre question qui aurait pu rassembler tous les Africains, la lutte contre le terrorisme. Des balbutiements. Or, c'est des questions pertinentes, claires, qui demandent des solutions. L'Afrique, toute tendance confondue, est incapable de pouvoir réunir une armée et faire face à cette horde de terroristes. Donc, il y a la question climatique qui frappe tous les États. C'est des champs unificateurs. Même sur ces questions-là, il faut que l'initiative vienne des puissances impérialistes. Vous avez vu comment la France surfe sur la question du climat, essaie de vouloir venir en Afrique, rassembler les Africains pour leur parler de ce qu'ils subissent eux-mêmes. Quelle démission. Donc, comme on l'a toujours dit, reconnu sur le plateau ici, l'Afrique n'est pas souveraine, à l'exception de l'AES. L'Afrique cherche ses voies et ses marques. Jusqu'à preuve du contraire, le droit de plume, certains États dits souverains entre griffes, sont obligés chaque fois de demander la position de Paris pour pouvoir s'aligner. Donc ce n'est pas demain la veille, l'unité de l'Afrique, mais il faut encourager les autorités de l'AES à poursuivre sur cette voie-là. Ils ont été pour la première fois à l'occasion d'avoir une force unifiée qui fonctionne et qui produit du résultat. Ils ont une diplomatie commune qui produit ses effets. À chaque rencontre, les trois États parlent d'une seule voix. Donc c'est l'exemple à encourager et à susciter partout en Afrique. Donc l'espoir est de mise. Je pense que les populations prennent conscience que l'Afrique ne peut s'en sortir qu'unie. L'unité africaine chantée par les panafricanistes Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et j'en passe, ont sollicité
la force de l'Afrique viendra de son unité. Tout à fait. Encore faut-il qu'elle travaille à se débarrasser des puissances colonisatrices et des puissances impérialistes qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. Parce que l'unité africaine sonne la fermeture d'exploitation des ressources du continent. Absolument. Or, l'Afrique est vue comme un réservoir de ressources. Les usines sont à l'étranger et la matière première est en Afrique. Et comble de malheur, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir valoriser nos ressources. Il faut tout transporter la matière brute. On n'ajoute rien. Donc, c'est scandaleux, c'est anachronique. Le 21e siècle ne peut s'accommoder de cette façon réactionnaire de se comporter. Absolument. Donc, il faut encourager les Africains à vouloir parler d'une seule voix. Ils ont les mêmes problèmes. Pourquoi ils ne peuvent pas s'unir? À cause des puissances extérieures. Le mal est profond, il faut qu'ils en discutent, mais chaque fois, les autres sont obligés de demander la permission. Il n'y a qu'en AES où ils ne demandent pas la permission. Donc, l'unité est souhaitée, sollicitée. Encore faut-il que les Africains soient maîtres de leur destin. Parce qu'un homme libre peut au moins s'engager. En AES, la liberté est de mise. Les autorités de l'AES discutent d'une seule voix et choisissent eux-mêmes leurs partenaires. Alors qu'ailleurs, ils sont sous la coupe des 11 accords coloniaux qu'ils ont signés et qui sont exécutés. Il faut toujours demander la permission. Pour ce qui concerne le monde français, il faut toujours demander la position de la France. Absolument. Voilà que chaque fois qu'un État tente de sortir de ce groupe-là, il est attaqué. Absolument. En tout cas, on espère que la solution proposée par l'AES va faire tache d'huile et que les autres États africains vont sans doute rejoindre la dynamique pour constituer une seule voix, une voix qui va porter, qui va sans doute s'imposer dans le monde, car il faut construire l'avenir du monde avec l'Afrique et je pense que ça doit commencer d'abord par une unité au sein des populations africaines avant donc de s'orienter sur les grands chemins, les grands donc chantiers de développement. Deuxième sujet, on va nous attaquer à la situation en Afrique du Sud avec bien sûr les immigrés qui passent un sale quart d'heure, un sale temps dans le pays de Nelson Mandela. Camarade Konaté, comment faites-vous cette lecture-là? L'Afrique du Sud qui avait été supportée, qui avait été portée par les populations africaines au moment de l'apartheid, aujourd'hui cette Afrique du Sud ne reconnaît plus les immigrés, les autres Africains. Ce sont des pestiférés, il faut forcément qu'ils quittent l'Afrique du Sud. Comment voyez-vous donc cette situation-là? La vérité, le problème de l'Afrique du Sud est à l'image du problème de l'unité du continent africain. Permettez-moi une petite digression, d'ailleurs, avec le sujet précédent avant de revenir à la question de l'Afrique du Sud. Je crois personnellement que le plus grand drame de notre continent, c'est d'avoir perdu l'initiative de la réflexion sur son propre destin. C'est-à-dire que, quand vous voyez la façon dont d'autres doivent demander des comptes ou bien des autorisations, je pense que l'année passée, en 2025, c'est l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire qui avait diffusé l'information qu'à l'époque où son mari était président, à chaque fois qu'il y avait conseil des ministres, il fallait envoyer l'ordre du jour du conseil des ministres la veille à l'Élysée, afin que l'Élysée donne son point de vue sur l'ordre du jour. Avoir perdu l'initiative de la réflexion sur son propre avenir a fait en sorte que nous avons permis qu'il soit formé des élites qui n'ont plus de cap, qui ne savent plus dans quelle direction aller. On ne sait plus identifier nos priorités, parce qu'on ne sait pas réellement de quel avenir nous voulons. Parce que c'est l'autre qui nous dit quel avenir il nous faut. Et c'est lui qui écrit les récits et les narratifs que nous utilisons pour décrire nos réalités. Et c'est un gros problème. Ce qui se passe en Afrique du Sud, justement, c'est que vous avez une majorité de la population, qui représente de 82%, qui se retrouve à devoir se battre pour une quantité de richesse d'à peine 20% du total de la richesse produite dans le pays. L'Afrique du Sud est le fruit évidemment de contradictions historiques qui hier réduisaient l'homme noir, le noir sud-africain lui-même, au statut de bien meuble
ou en tout cas d'objets, aux mains de la minorité blanche qui a parcellé toute l'Afrique du Sud. J'ai eu l'opportunité d'être en Afrique du Sud en 2018 et ce que j'ai vu m'a marqué profondément et durablement. En Afrique du Sud, il n'y a pas de brousse sauvage, tout est grillagé. C'est-à-dire toute la terre d'Afrique du Sud, aussi vaste soit-elle, est grillagée. Elle a des propriétaires. C'est-à-dire que quand vous circulez chez nous, vous partez à Bobo, vous partez à Dori, vous voyez des étendues vides, peut-être des forêts. Nous avons des savanes. Savanes où les gens peuvent faire du pâturage. Absolument. On peut se balader, on peut même se retrouver là pour faire du... Comment on appelle ça? Enfin, de la villégiature. Tout à fait. Mais cela n'existe pas en Afrique du Sud. Tout appartient à quelqu'un ou à des gens. Et l'essentiel, 80% de ces terres appartiennent à des Blancs. C'est-à-dire les Blancs qui représentent à peu près plus de 10% de la population détiennent plus de 80% des richesses. Tout à fait. Quand vous voyez les Sud-Africains qui manifestent, il faut se rappeler que 50% de la population sud-africaine vit dans les townships. Et en Afrique, quand on vous dit township, ce sont des maisons en tôle. C'est-à-dire que même la brique pour construire une maison, ça n'existe pas. Et quand vous voyez ces maisons, je vous promets que même le pire des bidonvilles de Ouagadougou est mieux, est 1000 fois meilleur. Et 50% de la population sud-africaine vit dans ça. Elle n'est pas éduquée, elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de perspective, elle n'a pas d'espoir. Or, ceux qui sont responsables de cette condition, ce sont les Blancs qu'elle ne peut jamais voir. Cette population est délaissée à elle-même, ne peut jamais voir en vérité les vrais propriétaires. Ils sont très loin, ils sont dans les immeubles, ils ne sortent jamais. Qui peut voir? Ce sont les frères africains. Ils sont venus se chercher, qui vendent des bananes, qui vendent des oignons, qui sont à côté d'eux, qui s'en sortent un peu mieux qu'eux. Parce qu'eux, ils sont dans leur pays. Normalement, ils devaient être éduqués, ils devaient être formés, ils devraient avoir de l'emploi. Mais ces emplois, ils ne les voient pas. Et ils voient d'autres frères qui sont arrivés, qui n'ont pas de formation comme eux, mais qui se débrouillent, un peu comme les Africains qui vont en Europe. Un Africain peut refuser de laver des toilettes dans son pays, mais arrivé en Europe, il lave des toilettes pour s'en sortir. C'est ce que les autres Africains font quand ils sont en Afrique du Sud. Et le gros problème, justement, c'est que les Noirs sud-africains n'arrivent plus à identifier exactement quelle est la cause première de leurs problèmes. La cause première, c'est qu'il y a une entreprise de déshumanisation de l'homme noir en Afrique du Sud. Et c'est une entreprise de déshumanisation de l'homme noir sud-africain. En vérité, quelle que soit la colère légitime que nous pouvons avoir pour les Sud-Africains, j'avoue que moi j'ai de la compassion en fait pour les Sud-Africains. Parce que je me rends compte que c'est un peuple sacrifié. Les Noirs sud-africains, ils sont sacrifiés. Ils n'ont pas une élite capable de se dresser pour eux. Rappelez-vous, en 2016, je pense que mais encore les immigrés sont responsables de cette situation. Les immigrés ne sont pas responsables, justement. Mais les Sud-Africains ont besoin de coupables. Beaucoup émissaires. Et surtout, leurs conditions de vie, leurs conditions d'éducation ne leur permettent plus d'identifier le vrai coupable. Donc le problème de savoir qui est le vrai coupable n'est pas, il est accessoire désormais. Le problème, c'est qu'il y a un gros problème et ils ont besoin d'un coupable. Le vrai coupable est trop loin. il est impossible à atteindre. Bunkérisé. Donc, il y a un coupable tout désigné, qui est le frère, le nécessité africain qui est à côté. Rappelez-vous, en 86, en visite au Nicaragua, Sankara avait dit, en soutien avec le peuple nicaraguayen, que Dieu est très loin, mais l'Amérique est très proche. Dieu est loin. Dieu, que tout être humain veut appeler au secours, ne peut pas venir au secours du Nicaragua qui est juste à côté de l'Amérique. C'est grand méchant. Eh bien, pour les Sud-Africains, le vrai coupable de leurs conditions, les Blancs sont très loin. Ils sont donc hors d'atteinte. Ils ne peuvent pas s'en prendre à ces derniers. Oui. Ils s'en prennent à ceux qui sont accessibles à côté, qui sont visibles. Et qu'en plus, les politiciens ont travaillé à identifier et à désigner comme le problème. Tout à fait. Il y a des partis politiques en Afrique du Sud qui, à l'exemple des politiciens occidentaux et européens, désignent les immigrés africains comme des problèmes, comme des coupables. Il y a beaucoup de Congolais en Afrique du Sud. Il y a énormément de Zimbabwéens aussi, des Zambiens. Et la plupart du temps, c'est Et des Nigérians. Les Nigérians. Mais les Nigérians sont moins nombreux que les Zimbabwéens, les Congolais. Je me rappelle d'un Congolais qui m'expliquait que la plupart des milliardaires sud-africains ont des mines en leur nom au Congo. Les Congolais qui ont travaillé pour eux, beaucoup d'entre eux se retrouvent en Afrique du Sud. Ils se disent que l'Afrique du Sud est un pays. Et c'est le vrai. Cyril Ramaphosa lui-même, en tant que président de l'Afrique du Sud, avant même d'être président, il a des mines à son propre nom, au Congo. Nous savons un peu quel est le problème du Congo. Je crois fondamentalement la complexité du problème sud-africain, c'est que
nous avons là un peuple qui est confronté à, comment on appelle ça, à un projet de déshumanisation d'une minorité qui a le soutien occidental. En 2018 ou 2019, je ne sais plus, quand il avait été question de redistribution des terres, rappelez-vous, Donald Trump était monté en créneau pour dire que si on ose parler de partage des terres en Afrique du Sud, il va voter des sanctions contre le gouvernement sud-africain. C'est-à-dire que, et cela revient un peu à la question dont on avait parlé une fois, quand un peuple de blancs a des problèmes quelque part dans le monde liés à son colonialisme, il y a un tuteur qui est prêt à voler à leur secours. Et quand un peuple noir, quelque part dans le monde, est confronté à la guerre, à la déshumanisation, il n'y a personne pour leur venir en secours. C'est le cas de Haïti. C'est très triste. Moi, j'ai personnellement du mal à parler de la question parce que je trouve que c'est humiliant pour nous. C'est humiliant aussi bien pour les Sud-Africains que c'est humiliant pour nous tous, Africains. Mais le problème, il est là. Le vrai coupable, le bien coupable, il est facile à connaître pour toute personne qui a un peu de contexte. Mais pour les Sud-Africains eux-mêmes, je crois que c'est hors de portée. Et c'est hors d'intelligence. D'accord. Camarade Labidi, c'est une situation assez difficile quand même pour les populations africaines. Oui, tout à fait. La situation, ce qui se déroule en Afrique du Sud est non seulement humiliante, elle est indignante, elle rabaisse le peuple noir, l'image du peuple noir. D'où vient ce problème? C'est véritablement la question tout de suite qui se pose. C'est déjà d'établir que dans ce pays où l'apartheid a fait son histoire, l'apartheid a fait son histoire non seulement dans le pays, mais aussi dans l'esprit et la mentalité des Sud-Africains. Tout à fait. Dans ce pays où, au temps de l'apartheid, l'Afrique s'est mobilisée pour leur venir en aide. Je me rappelle tout enfant que le camarade capitaine Thomas Sankara, à l'époque, a envoyé 10 kalachnikovs au peuple sud-africain pour justement les appuyer dans leur lutte de libération. Même si... c'est symbolique. C'est symbolique, même s'il y avait d'autres courants de non-violence et tout, que nous respectons. Dans tous les cas, quand la prédation atteint un certain niveau, il faut se libérer par les moyens de l'oppresseur. Qu'aujourd'hui, dans ce même pays, ces personnes s'en prennent non pas à des Blancs, mais s'en prennent à d'autres Africains, c'est indescriptiblement incompréhensible. Moi, je pense que l'apartheid, qui est un système de racisme des Blancs sur les Noirs, n'a pas pu être exorcisé quand Nelson Mandela est venu au pouvoir. Il a travaillé véritablement à l'union et à l'union des Africains et des Afrikaners, ce qui a été une réussite. Mais les politiques qui ont suivi, qui devraient travailler définitivement à bouter le système de l'apartheid en Afrique du Sud, n'ont pas réussi. L'apartheid, c'était quoi? C'était justement la domination de l'homme blanc sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan moral. Si l'homme noir était, dans la traduction du code noir, était un objet. L'éducation qu'il recevait, c'était, voilà, comment bien laver les habits, comment faire des fouilles, comment porter des sacs. C'est l'éducation que les Africains noirs obtenaient. Dans quel logis ils étaient? Le camarade l'a relevé, les townships.
les politiques qui se sont suivies n'ont pas pu renverser la tendance. Ce qui fait qu'on a une majorité dont le cerveau a été déconnecté de la tête et qui accusent leurs frères qui viennent avec le peu de moyens et de courage, d'intelligence qu'ils ont, arrivent à bâtir une certaine économie autour des entreprises qu'ils construisent et donc sont devenus aujourd'hui la cible à abattre. Julius Malema a dit, mais écoutez, vous massacrez nos frères africains, soi-disant, voilà, que c'est eux qui s'accaparent de nos richesses, de vos richesses. Après plusieurs semaines de massacre, avez-vous été riche? Je pense que l'interrogation est là. Et moi, j'accuse les autorités sud-africaines. Elles ne peuvent pas se dédouaner de la situation que traversent les autres frères africains sur son sol. Absolument. Elle a l'obligation de la protection de tous ceux qui vivent sur le sol sud-africain. D'accord. Parce que ça porte véritablement à motiver la tendance de la réciprocité quand on regarde ce qui s'y passe. C'est vrai, la lutte contre la drogue, la lutte contre les activités illicites, ça incombe à l'État. Et ces activités-là ne sont pas propres à une communauté, fût-elle étrangère. Donc moi je pense que la responsabilité est d'abord celle des dirigeants sud-africains, bien sûr avec ceux qui ont encore leur cerveau en place, de la société civile, de la population, mais aussi et surtout de l'Union africaine qui, justement, quand il y a des sujets d'une importance capitale, elle est inexistante. Absolument. Camarade Kaboré, voyez-vous, quand on parle de cette situation, il y a tellement d'émotions. Comment voyez-vous donc rapidement, en quelques minutes, ce qui se passe en Afrique du Sud? Non, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est vraiment malheureux pour nous en tant qu'Africains. Absolument. Parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre que dans un pays qui a fait l'objet de tous les soutiens possibles de tous les Noirs du monde pendant leur lutte contre l'apartheid. Rappelez-vous de Nelson Mandela et de l'ANC, National African Congress, qui a décidé de faire le combat et ils ont été soutenus par tout le monde. Camarade Labidi a parlé de soutien de Thomas Sankara. Partout dans le monde, on a donné des visas diplomatiques, des passeports diplomatiques à ceux qui étaient dans la lutte. Winnie Mandela, la porte-voix de l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et rappelez-vous que très bien que ça, ce sont les avatars effectivement de l'apartheid. Pendant l'apartheid, au moment où l'ANC était en train de faire le combat, on a créé de toutes pièces un autre frère africain pour aller contre effectivement l'ANC. C'était Boutelesi, avec son parti Inkatha. Et Boutelesi, effectivement, combattait l'ANC. Et ceux-là, moi, je vois que c'est le retour des fils de Boutelesi, ou de ses petits-fils, qui sont venus, qui ont été marionnettisés par la minorité blanche. Parce que rappelez-vous très bien qu'ils n'ont pas quand même réussi à faire le deuil du fait que l'apartheid a été combattu, a été supprimé par l'avènement de Nelson Mandela au pouvoir. Les Blancs, la minorité blanche ne l'a pas accepté. Ils sont restés dans la logique. Aujourd'hui, il y a une ville en Afrique du Sud où ils décident de se séparer des Noirs, de vivre isolés seuls. Et ils apprennent à leurs enfants comment considérer le Noir comme un ennemi. Ils apprennent à leurs enfants. Et là, parce que j'ai regardé les documentaires. Mais c'est triste. C'est pour dire, ces gens-là, avec les moyens dont ils disposent, ils sont capables maintenant de marionnetiser, d'inciter d'autres Noirs à les divertir, à changer effectivement qu'on appelle ça, d'ennemis. Trouver en leurs frères l'ennemi. Ce qui est grave que je voulais ajouter, c'est qu'ils ont assez de moyens. Rappelez-vous très bien que la première fortune du monde était sud-africaine. Elon Musk, qui vient d'atteindre le trillionnaire, comment on dit ça? Il a atteint 1000 milliards de dollars. Il a aidé Donald Trump à arriver au pouvoir. Donald Trump étant aussi un transfuge des suprémacistes blancs
aux États-Unis, l'a soutenu et a dit à Ramaphosa que mais il y a des Sud-Africains qui sont malmenés, qui sont maltraités. Lui, il menaçait même d'intervenir en Afrique du Sud. Donc, à défaut de le faire visiblement devant tout le monde, ils vont effectivement, de façon souterraine, soutenir des choses de telle sorte que les Noirs s'affrontent entre eux. Donc, ça a dû jeter l'huile sur le feu, ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Rappelez-vous très bien qu'effectivement, actuellement, Elon Musk, qui est le plus grand milliardaire du monde, le plus riche du monde aujourd'hui, selon les chiffres, est en train de soutenir de façon, pas officielle du tout, ce genre de choses parce qu'il n'était pas d'accord. On a même brandi des images comme quoi Ramaphosa était incapable effectivement de sauver et de protéger tous les Sud-Africains, y compris les Blancs. Et donc, ce qui a amené les États-Unis à vouloir intervenir. Donc, c'est pour vous dire en résumé que, effectivement, le délai des 30 juin qui avait donné à tous les Africains immigrés, oui. Voilà, c'était effectivement... Bon, c'est une diversion créée de toutes pièces, soutenue par des forces invisibles, de telle sorte qu'on puisse diviser les Africains entre eux afin de pouvoir les combattre. Si nous n'avons pas compris ce message, c'est mal parti pour nous en Afrique du Sud. Absolument. Camarade Traoré, rapidement donc, 2 mots là-dessus. Ça suppose, ou bien ça nous ramène à cette épineuse question, faut-il repenser la gouvernance en Afrique? Il faut repenser la gouvernance parce que le camarade Tel a touché du doigt le problème. Les populations blanches détiennent 80% des richesses sud-africaines. Et durant toute l'apartheid, la politique de ghetto, de développement séparé, ils se sont bunkérisés. Donc les Noirs ne voient que les autres Noirs venus en Afrique pour s'occuper des petits métiers. Ils sont dans les restaurants, en fait, ils sont dans le monde de l'informel. Donc du fait que ceux-là réussissent, sont venus d'ailleurs, ils sont en train de réussir, ils ne voient pas les populations blanches. Elles sont... Tu ne peux pas y accéder. En plus des gardiens, il y a des chiens de race. Vraiment, c'est des ghettos intouchables. Même l'armée régulière, c'est avec l'avènement de Nelson Mandela qu'on a pu recruter des Noirs dans l'armée. Il faut dire que la question qui va venir, quand ils vont finir avec les populations noires d'Afrique, il faut maintenant qu'ils s'attaquent parce que les problèmes n'auront pas été résolus. Et l'autre venait, c'est qu'il y a des partis politiques qui surfent. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'emploi, c'est parce que ceux-là venus d'ailleurs, c'est eux qui sont pris vos richesses. Mais ça va finir, parce que c'est une drogue. Oui. Quand les effets vont passer, ils seront confrontés à la dure réalité, leurs conditions n'auront pas changé, les conditions d'emploi ne seront pas réglées, l'éducation ne sera pas à leur portée, parce qu'ils ne sont pas bien éduqués, ils ne sont dans aucun circuit. Donc, si Ramaphosa n'a pas réglé les problèmes, la question est posée et à résoudre. Il s'attaque au bouc émissaire, il s'attaque à ceux... Pas de problème. Le problème, c'est la répartition des richesses. D'accord. Ouais. D'accord. Merci donc pour ces différentes analyses. En tout cas, nous allons souhaiter vraiment que l'Afrique du Sud se ressaisisse et que les dirigeants sud-africains, bien sûr, essaient de mettre les petits plats dans les grands pour éviter donc aux immigrés des sorts assez terribles, car quand on regarde les images qui nous parviennent de l'Afrique du Sud, ce n'est pas joli, ça ne fait pas honneur à l'Afrique. Merci donc pour, en tout cas, ces différentes analyses. Nous allons souhaiter, nous, à notre niveau, donc, que nos ancêtres veillent au grain pour que nous puissions donc avoir la bonne pluviométrie. Il nous faut de la pluie. Les initiatives, les engagements sont pris au niveau donc de l'autorité. Le président du Faso a mis les grands moyens au niveau de l'agriculture. On va souhaiter que nos ancêtres nous appuient par rapport donc à la bonne pluviométrie pour que le pays, le Burkina Faso, en tout cas, connaisse de meilleurs rendements agricoles, bien sûr, à la fin de l'année. Portez-vous bien.